Amables téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission Grande Analyse. Grande Analyse, cette émission qui est au cœur de l'actualité. Vous savez tous que l'actualité reste dominée par les élections de décembre 2023. À ce jour, nous sommes à 23 jours des élections, mais plusieurs incertitudes planent encore dans la tête des Congolais parce qu'à ce jour, les kits ne sont pas encore à Kinshasa. Mirou System n'a pas encore livré. Est-ce un problème de financement? Est-ce la commande a été passée en retard? Plusieurs questions se posent entre Congolais parce que la CENI signe et persiste qu'on aura bel et bien les élections le 20 décembre 2023. Alors si le terrain, on ne sent rien. De l'autre côté, il y a cette problématique des cartes d'électeurs. De gens qui ont des cartes d'électeurs où les noms sont effacés, des cartes d'électeurs où les visages ne se font plus voir. Il faut aller chercher des cartes dans des bureaux où la CENI a indiqué qu'on devait se procurer des cartes appelées duplicata, mais à ce jour, pour obtenir cette carte, il faut débourser de l'argent. Et cette somme d'argent varie entre 10, 15, 20 000, 30 000 francs. Ça dépend du souci de la personne d'avoir cette carte. Vous savez tous que à cette période, nous avançons vers les festivités de fin d'année. Et tout Congolais qui a une famille à l'étranger, c'est pendant cette période que les transferts se font pour permettre aux Congolais vivant en République démocratique du Congo de mieux fêter la fête de Noël et la fête de Nouvel An. Donc, tout cela, ce sont ces sujets que nous allons aborder sur ce plateau, mais en dehors de tout, nous allons aussi évoquer le 23e sommet de l'EAC où la décision a été maintenue qu'à la date du 8 décembre, la force régionale de l'EAC devra donc quitter le sol congolais, bien que ça frustre certains présidents de cette structure sous-régionale, mais du moins, la RDC s'est dit en avoir marre parce qu'ils sont venus pour défendre la République démocratique du Congo contre ces rebelles du M23. Mais jusqu'à ce jour, la guerre à l'Est persiste. Et il faudra faire appel aux forces de la SADC. Tout cela était de débat ou de discussion qui a eu autour de ce 23e sommet de l'EAC qui a eu lieu en Tanzanie à Arusha. Ce sont des sujets que nous allons essayer d'évoquer avec mon invité sur ce plateau. Il s'agit bien de M. Steve, à qui je m'en veux déjà dire bonjour. Bonjour et bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Ça fait un très bon moment que vous n'êtes plus revenu sur ce plateau. C'est un honneur pour nous de vous avoir encore sur ce plateau. Je vous en prie. Nous sommes à 23 jours des élections en République démocratique du Congo. Quelle lecture nous pouvons faire de ce processus qui va déjà toucher à sa fin? S'il faut faire une lecture en ce qui concerne le processus électoral, je constate ici immédiatement sur le terrain qu'il y a la campagne électorale qui avait déjà commencé. Effectivement. Et petit à petit, les candidats à tous les niveaux, donc la présidentielle, la députation nationale et puis provinciale, sont en train déjà petit à petit dans l'effervescence de la campagne électorale, en dépit de certaines indiscrétions qui disent que non, il y aura des élections, il n'y en aura pas, on ne sait pas, bien que la CENI persiste pour dire qu'il y aura bel et bien les élections le 20 décembre 2023. Espérons que la CENI aura raison de ce qu'il est en train de nous dire. La CENI aura raison de ce qu'il est en train de nous dire, mais jusqu'à ce jour, ces kits qui doivent nous permettre d'aller voter ne sont pas encore à Kinshasa. L'entreprise qui doit livrer. C'est vrai que nous avons vu, il y a 2 semaines ou 3 semaines passées, M. Denis Kadima à Séoul, aller visiter ce grand entrepôt. C'est vrai que les images et la réalité, peut-être que ça peut paraître des choses, parce que tout le monde se disait, comme Kadima est arrivé sur le terrain à Séoul, à son retour, les kits devraient aussi arriver à Kinshasa. Mais à ce jour, depuis son voyage à Séoul, nous sommes en train de franchir la cape d'un mois. Et ces kits-là ne viennent toujours pas. Ne pensez-vous pas que ça soit une crainte pour qu'on n'ait pas les élections en 2023?
Tout à fait. C'est une hypothèse. Hein. C'est une hypothèse. On a tous la crainte de savoir que jusqu'à preuve du contraire, les kits électoraux se trouvent encore à Séoul. Et je ne sais pas si, peut-être aujourd'hui, demain ou après-demain, les kits électoraux pourront arriver à Kinshasa. Et je me pose la question pour savoir quand est-ce que tous ces kits seront déployés dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo, là où il doit y avoir des élections. Et je crois que, jusqu'à preuve du contraire, le président de la CENI est resté serein. Et il croit en lui qu'il y aura bel et bien les élections. Je trouve mal ou je me sens mal placé de parler à sa place, dire qu'il y aura élection ou il n'y en aura pas. Mais certains Congolais pensent que ces contraintes sur le plan pratique risqueront de bloquer la CENI. Parce que s'il faudra que les kits viennent à 23 jours, estimons que ça arrive aujourd'hui, les grandes villes pourront peut-être être servies. Mais s'il faudra rentrer dans le fin fond de la République démocratique du Congo, à ce jour, en 2018, c'est la MONUSCO qui nous a aidés avec ses hélicoptères. Mais aujourd'hui, nous sommes à froid avec cette MONUSCO. Nous demandons même son départ. Est-ce qu'ils seront prêts à nous aider? De deux, en 2018, il y a ce char automobile de FARDC qui nous a rendu service avec ce véhicule de type Kamaz qui s'est déployé dans le fin fond pour aller... Mais à ce jour, tout cela ne semble pas être pratique. Est-ce qu'il n'est pas temps que M. Denis Kadima se prononce pour demander, parce qu'il y a un bon moment où certaines voix s'élevaient déjà, disant que si la CENI trouve qu'elle ne sera pas en mesure d'organiser les élections dans le délai, qu'elle puisse parler avec toutes les parties prenantes. On s'attendait peut-être que lors du cadre de concertation, quand ils sont restés à huis clos, c'était ce qu'ils devaient évoquer. Mais jusque-là, ils n'en ont pas parlé. Ne pensez-vous pas qu'en ce peu de temps qui reste, qu'il est impérieux pour la CENI de dire aux Congolais qu'un report de plus ou moins 3 mois pourrait faire l'affaire? Tout à fait, vous avez raison de dire ça. Mais en ce qui concerne les déploiements, bien que la MONUSCO ait décliner la responsabilité sur le gouvernement congolais. Je crois qu'une fois j'ai suivi le chef d'état-major dire devant le militaire qu'ils auront la responsabilité d'aider la CENI de déployer les kits électoraux dans tous les coins où il y aura des élections. Mais avoir ce courage-là, je ne suis pas dans la cuisine de la CENI pour dire ce qu'ils sont en train de penser actuellement. Je crois que si ce n'est pas le cas, le président Kadima a beaucoup de temps, donc avant le 20 décembre, de convoquer encore une fois un cadre de concertation avec tous les parties prenantes, leur dire clairement si ou seulement si et seulement si il n'y aura pas bel et bien les élections. Et en ce moment-là, ce sont les acteurs politiques, les parties prenantes qui auront voir qu'est-ce qu'il faudra faire. Est-ce qu'il faudra lui accorder 3 mois, 1 année, et il faudra savoir que pendant ce temps-là, nous serons au-delà du mandat du président de la République. Il faudra maintenant à ce que tous les parties prenantes puissent accepter cette transition-là. Et c'est ce qui fâche. Et je pense que nous risquons d'entrer dans une situation où le pays risque d'être embrasé par des cycles de conflits, des cycles de désordre, et ce que nous ne voulons pas. Mais comme le président de la CENI, jusqu'à ce jour, reste serein qu'il y aura bel et bien les élections, je crois que, à mon sens de voir les choses, je trouve qu'il faudra qu'on puisse observer ce que le président de la CENI est en train de faire, ce qu'il est en train de penser en ce qui concerne les élections de 2023, le 20 décembre. Voilà, nous avons déjà entamé ce sujet, nous avançons avec cette campagne qui est lancée, bien que ça soit une campagne un peu timide comme les 3 cycles précédents, mais du moins le candidat s'est déployé. J'ai accompagné un candidat la semaine passée dans plusieurs imprimeries. Les t-shirts, je ne parle pas de Lacoste. Pour Lacoste, tu as sauté. Mais t-shirts, il y a noir, il y a pembe, il n'y en a plus.
les clients demandent à ce qu'on lui trouve un t-shirt, même il y a jaune pour imprimer. Même si bateau va te la rabiso polo dans Zando. Le stock est épuisé. Le stock est épuisé. Mais ces personnes vont en campagne avec une incertitude parce que cette institution qui doit les rassurer ne rassure pas jusqu'à présent. Certains se disent on ne peut pas encore se jeter dans le feu tant qu'on n'a pas encore vu clair. Est-ce une bonne façon de la CENI de collaborer avec ces personnes que moi j'appelle aujourd'hui compétiteurs parce qu'ils vont en compétition, mais une compétition où tout n'est pas encore réuni, est-ce que vous pouvez bien compétir? Bon, il n'y a pas que ça, l'incertitude, il y a aussi un problème de moyens. Il y a certains candidats qui sont en train de se lamenter en disant que les regroupements partis politiques ne l'ont pas donné l'argent pour battre leur campagne. Et ceux qui le font, peut-être, c'est avec leurs moyens de bord. Je crois que la CENI avait tout le temps de rassurer tous les parties prenantes. Et la dernière rencontre, en ce qui concerne les cadres de concertation, se sont partagés en quai de poisson. Sans trouver sans bonne résolution, mais bon. L'essentiel, c'était qu'on s'était retrouvé. De suite. Et nous constatons ici, Moïse Katumbi qui est à l'Est, le président de la République était hier à Mbandaka, à Guémena, à Guémena. Il y a lancé sa campagne le samedi à Bukavu. Donc il y a des panneaux qui sont qui est chez lui. J'aurais déjà Kisangani. Oui, j'aurais tout même qu'il a dit, même si vous n'allez pas me voter, mais pensez à voter un Congolais. Voilà. Donc, ils sont déjà dans cette patte-là. Oui. Et le jour où il faudra remplir ses devoirs, qu'on vous dise que ce n'est pas possible parce que la CENI n'a pas réuni tous les cadres. Est-ce que vous pouvez imaginer cette tension qu'il peut avoir? Oui. Ils sont en train de faire leur devoir, ce qui leur vient. C'est-à-dire, ils sont en train de respecter le calendrier électoral. La CENI a donné les go de la campagne électorale et chaque candidat est descendu comme prévu pour battre campagne et pour se faire élire. Et je crois que si la CENI ne sera pas en mesure d'organiser les élections le 20 décembre, comme cela s'est dit partout. J'ai entendu quelqu'un en route quand je venais comme ça, et qu'il y a eu, au cours d'une messe, le cardinal Ambongo disait qu'il n'y aura pas des élections. Je ne sais pas si cela est vrai, mais j'ai entendu ça auprès d'une personne. Je crois qu'il y a plusieurs langues qui sont en train de parler de ça. Qu'il n'y aura pas les élections, il n'y aura pas des élections. Que la CENI prenne le courage. Qu'ils prennent le courage de convoquer les parties prenantes, convaincre les acteurs politiques, la société civile, les églises, leur dire, n'est-ce pas, de propager la nouvelle que nous ne serons pas en mesure d'organiser les élections le 20 décembre 2023. S'il faudra proroger peut-être pour 3 mois ou 6 mois en attendant que les kits électoraux arrivent à Kinshasa et que tous ces kits électoraux soient déployés partout dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour éviter les cycles de troubles. Je vous assure, je ne pense pas ou je ne vois pas l'opposition digérer cela. Parce qu'il y a certains qui n'attendent que ça. Même dans la majorité, des gens qui se déploient, qui sortent de l'énergie, de l'argent, et le jour J que vous leur dites qu'il n'y a pas élection, qui va rembourser cela? S'il n'y a pas élection en décembre, donc, à 1 mois avant la date qui sera donnée par la CENI, ils devront encore battre campagne. Tout commencer à zéro. Recommencer tout à zéro. Alors, pour une seule élection, battre campagne deux fois. C'est une double perte. Donc, ça sera vraiment très gravissime. Je pense que c'est l'heure là que le président de la CENI, Denis Kadima, puisse prendre ce courage. En 2016, nous sommes passés de 2016 en 2018. 2 ans de transition. C'était difficile au début, mais après tout le monde avait compris que c'était pour nous permettre d'avoir des élections libres, crédibles et transparentes, surtout apaisées. S'il faudra que nous puissions avoir 3 mois, il est temps. Il ne faut pas attendre que nous soyons à 24 heures des élections, que les bureaux de vote sont vides, sans kit,
que vous puissiez venir nous dire que ça sera impossible d'organiser les élections, ça sera très, très, très compliqué. Il faudra aussi que le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, parce qu'il ne gère pas la CENI, mais la CENI est une institution en RDC. Donc, le président de la République a les prérogatives de garantir le bon fonctionnement de cette institution. Si il constate ici que, à la ligne où les choses s'en vont, on risque de ne pas connaître des élections, il peut convoquer les dialogues, comme il en a fait avec le concertation pour la création de l'Union sacrée, et pour sauver la République. Parce que nous risquons de nous plonger dans des cycles de désordre qu'on ne saura pas comment ça va se terminer. Et le président de la République ne doit pas se comporter comme un pyromane, dire que non, voilà, moi aussi je suis candidat comme tout le monde, j'attends que la CENI puisse organiser les élections, que je vienne compétir comme tout le monde. Donc la responsabilité... C'est un grand danger. C'est un danger. La responsabilité va lui revenir, parce que c'est lui qui a géré le 24 janvier 2019, il a prêté serment solennellement, il a juré de respecter la Constitution et il est garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Et la CENI est une institution comme toutes les autres institutions que le chef de l'État doit garantir les fonctionnements. Mais à ce jour, lui-même, il est sur terrain. Nous avons vu son périple au Congo central, Mwanda, Boma, Matadi, Tchela. Il est venu à Kimpese, il a fait un scale dans la cité où je suis né, à Lukala, bien que les gens se sont plaints que ça soit un scale de moins de 20 minutes, mais bon, il avait un canevas qui était déjà tracé, il est passé par Mbanzangungu, bien qu'une marée humaine l'attendait au stade Kitemoko, il s'est arrêté sur la nationale numéro 1 pour aller chuter à Kisantu. Après cela, il s'est rendu dans le Maniema où on a quand même, la population a quand même demandé de libérer Salomon Escadela. Dans le Congo central, on l'a demandé de revoir les taux de dollars. Dans tout ça, il est déjà sur terrain. Et c'est hier que son porte-parole, Mme Tina Salama, a annoncé qu'il va arrêter sa campagne les 30 pour se rendre, je crois, à Abu Dhabi pour la COP 28. Il y va pour rentrer le 12 décembre. Et le 12 décembre, il va nous rester 6 jours pour clôturer la campagne électorale. Est-ce ce voyage-là, ce déplacement-là ne jouera pas à sa défaveur? Bon. Surtout que sur terrain, c'est toutes ces personnes qui veulent, tous ces candidats commencent maintenant à se réveiller. Nous avons vu Mukwege, nous avons aujourd'hui des panneaux qui s'élèvent de gauche à droite parlant de Délice Sanga. Il y a Martin Fayoulou, Katumbi, n'en parlons pas parce que c'est tous les jours que nous avons de nouvelles images sur la toile. Est-ce que ce voyage-là ne jouera pas à sa défaveur? Bon, le voyage du président de la République en ce qui concerne les COP 28 peut ou n'est pas jouer à sa défaveur. Parce que d'après la stratégie de l'Union sacrée, et les grands affiches de l'Union sacrée, Jean-Pierre Bemba, qui c'est le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, Bati Lukwebo, Bosso, chacun, Vital Kamere, chacun a un coin linguistique qu'il doit battre campagne. Donc le président de la République peut ou ne pas être là, il a ses lieutenants qui pourront battre campagne à son absence. Mais curieusement, sans pour autant vous arracher la parole, ces grandes pointures que vous avez citées, plusieurs dans leur terroir, mettent des panneaux, mais sans la figure du chef de l'État. Il y a des photos qui ont circulé de panneaux du président du Sénat, sans l'effigie du chef de l'État, mais il dit qu'il est avec lui. Il y a des photos qui ont circulé du ministre de l'ESU, M. Moïndo Zangui, mais sans la figure du chef de l'État, Moussa Niamoussi. Quel est cet accompagnement qui va... Ça, vous allez continuer avec votre parole, mais quel est cet accompagnement qui peut se définir sans afficher les leaders que vous soutenez? Bon, on peut ou n'est pas afficher le visage des leaders que vous soutenez, ou soit le logo de votre parti politique, ça n'apporte absolument rien. Moi, j'ai suivi Moïndo Zangui en pleine campagne, bien qu'il n'ait pas affiché le visage du président de la République, mais il a demandé à sa base de voter le numéro 20, qui est
Félix Tshisekedi. Donc, il peut ou ne pas mettre les visages. Moi, je ne trouve pas que cela est vraiment un problème ou apporter un polémique là-dessus. La vraie problématique est que quand ils descendent dans leurs bases respectives, annoncer à leurs partisans que voilà les candidats dont je soutiens, par exemple, le numéro 20. Oui. Voilà les candidats dont je soutiens, les numéros 3, ainsi de suite. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain. Et je crois que Félix Tshisekedi soit présent ou ne pas être sur place au pays, il y a Bemba qui sera à l'ouest, il y a Bahati et Vital Kamerhe à l'est du pays, il y a Augustin Kabouye qui sera au Kasaï, donc dans les grands formats Kasaï, et je crois qu'ils vont continuer avec ça. Peut-être quand il sera de retour avec les sujets qui vont lui rester, il va continuer son périple. Selon M. Steve, ce voyage-là ne va pas déranger la campagne de Félix Tshisekedi. Non, ça ne va pas déranger parce qu'il doit y prendre part. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler du Congo dans les conseils des nations sans les Congo. Le Congo qui est un pays solution. On ne peut pas parler du Congo sans un représentant du Congo. C'est comme ça qu'il a décidé y prendre part pour présenter la République démocratique du Congo sur les opportunités énergétiques qui va se parler dans le COP 28. Et je crois qu'à la fin de ces des COP 28, il va retourner pour continuer sa campagne électorale. Quelle lecture faites-vous de toutes ces descentes du président de la République où la population doit scander un cri pour manifester un mécontentement? C'est vrai que vous pouvez avoir une marée humaine, mais quand il y a une frange de la population qui se plaint, comme à Kimpese, on lui a demandé dollar et kita. Et dollar et kita. À Boma, ils se sont plaints pour le port. À Mwanda, ils se sont plaints pour l'électricité. Il a même promis qu'avant les élections, Mwinde Ropelana Mwanda. C'est ce que les habitants de ce terroir attendent. Oui. Donc, c'est déjà une promesse de plus, surtout que plusieurs personnes se plaignent des promesses du chef de l'État. Alors, quelle lecture faites-vous quand la population revendique à chaque fois que le président de la République passe? Parce qu'à Matadi, on lui a fait savoir que le gouvernement provincial ne travaillait pas bien. Quand le gouverneur sortait du pont Maréchal, les gens appelaient Fachi, Fachi, oh Moïbie. Donc ils criaient sur le gouverneur. Vrai ou faux, personne ne sait, mais du moins, quand la population se plaint, c'est qu'il y a le mal, c'est comme on dit en français, le mal est profond. Alors, quelle lecture faites-vous de toutes ces revendications que la population a faites au président de la République? Les revendications de la population sont correctes. Sont correctes. Et c'est peut-être l'occasion qu'ils ont trouvée aujourd'hui pour parler au président de la République. Peut-être qu'on n'a pas son numéro, on ne sait pas par quel moyen lui transmettre les messages. Et avoir cette opportunité, on doit à tout prix lui dire les desiderata de ces coins-là. Voilà. Il y a beaucoup de problèmes qu'ils ont soulevés, les problèmes des ports, l'électricité, et les dollars, la libération de certains politiciens qu'on trouve que ce sont des prisonniers politiques, entre guillemets. Et je crois que c'est une façon de lui faire passer le message, qu'ils prennent en compte leurs préoccupations. Et je crois que pendant cette période de la campagne électorale, il peut agir immédiatement et pour répondre à ces préoccupations de son électorat. À l'heure actuelle, apparemment, je dirais, le dessin est en train de se former. À gauche, nous avons Moïse Katumbi. Et Félix Tshisekedi. Nous avons Félix Tshisekedi. Moïse Katumbi qui fait des descentes sur le terrain, qui est allé rendre visite aux déplacés de guerre de l'Est. Il a mené de vivre et non vivre. Sur terrain, ça tire entre Félix et Moïse Katumbi. Alors, ma question est celle de savoir, à l'heure actuelle, tous ces opposants qui voulaient voir Félix Katumbi partir ne se sont pas alliés ou n'ont pas rejoint
le camp Katumbi. Alors qu'ils ont commencé par un communiqué commun à Lubumbashi, ils sont venus à Kinshasa pour des communiqués, jusqu'à même aller à faire de marche. Alors, à ce stade où ils doivent se mettre tous derrière une même vision, une même logique, mais certains pensent que si l'opposition devrait avoir une candidature unique, ça ne devait pas être Moïse Katumbi. Comment est-ce que cela se justifie? Bon, en fait, en ce qui concerne la candidature unique, déjà dès le départ, je le disais, ils ne vont pas aboutir à leur objectif. C'est-à-dire, je ne voyais pas Martin Fayulu accepter, voir Moïse Katumbi être comme candidat unique de l'opposition. Je ne voyais pas. Je ne voyais pas Délice Sanga accepter, même Denis Mukwege, qui n'est pas vraiment trop politique, accepter que Moïse Katumbi soit... Mouzito également. A été proposé, il a même décliné officiellement. Absolument, absolument. Avec Mukwege, nous avons vu, même avant les élections, nous avons vu l'ancien président François Hollande qui est parti voir Denis Mukwege jusqu'à son hôpital. Nous avons vu la femme de Joe Biden qui est allée aussi là-bas. Et pour certaines langues, qu'ils seraient les candidats de l'Occident. Alors, Denis Mukwege, laissé à Moïse Katumbi, c'était vraiment très difficile. Et ceux qui ont accepté de l'accompagner, Seth Kikouni et Matata Mponyo, je crois qu'il y a des accords qu'ils ont faits, parce qu'en politique, il n'y a pas d'amitié. En politique, ce sont les intérêts qui priment. Voilà. Vous me proposez quoi pour vous accompagner, et quand je serai président de la République, je vais vous donner la primature, je vais vous donner XY, et ceux qui ont accepté, ils sont avec Moïse Katumbi, et je crois que l'objectif ici, pour l'opposition, c'est de voir Félix Tshisekedi tomber. Et de l'autre côté, vous allez voir aussi ceux qui étaient avec Moïse Katumbi traverser pour accompagner Félix Tshisekedi, entre autres Mouyambo, qui a décidé officiellement d'accompagner Félix Tshisekedi, bien qu'il a refusé d'adhérer officiellement à l'Union sacrée, mais il va accompagner Félix Tshisekedi, et chacun est en train de voir ses intérêts. Ses intérêts, parce qu'il n'y aura pas par amitié ou par beauté, ainsi de suite. Ce sont des intérêts qui priment en ces stades. Et je crois qu'avec l'opposition, d'une manière dispersée, ça sera vraiment un peu difficile de battre Félix Tshisekedi. Là, je l'ai dit à haute voix, je ne suis pas partisan. Je ne suis pas partisan, j'ai fait partie d'un parti politique. Ça, je le sais, c'est peut-être le téléspectateur qui je l'ai dit avec un franc-parler, que en ordre dispersé. Parce que même Matata Mponyo, il avait déjà postulé, il avait un numéro. Je ne vois pas les partisans de Matata dire que non, bon, voilà, nous allons voter Moïse Katumbi. Il y aura ceux qui vont aller voter Matata Mponyo. Ça va se faire comme ce qui s'est passé en 2018. Bien que Vital Kamerhe ait demandé ses partisans de voter Félix Tshisekedi, mais Vital Kamerhe était 3e dans la course. Nous risquons de connaître les mêmes problèmes où l'opposition va se partager le miette des pourcentages, Moïse avec un certain pourcentage, Martin Fayulu, Mouzitou, Seth Kikouni, Matata Mponyo, Marie-Ange Fokou, qui c'est, j'ai cité Adolphe Mouzito, Délice Sanga, ainsi de suite. Et Félix Tshisekedi est resté seul avec tous ceux qui l'accompagnent, Jean-Pierre Bemba, Bahati Lukwebo, Vital Kamerhe et les autres. Et je crois que ça sera vraiment une bataille qui sera très difficile pour l'opposition, en dépit de ce que Moïse Katumbi est en train de faire avec tous les bains de foule qu'on est en train de voir, parce que en ce qui concerne les bains de foule sur le plan sociologique, ça a une signification. Il y a certains qui viennent voir Moïse Katumbi, je ne l'ai jamais vu, je dois le voir, il est comment. Il y a ceux qui viennent parce qu'on suivre le discours, absolument, pour amener dans absolument. Il y a ceux qui viennent aussi parce qu'on sait que quand on vient là-bas, on aura un 10 000 francs, un 5 000 francs, ainsi de suite. Il y a, peut-être on vous demande, chaque membre du parti, il faut amener au moins 10 personnes, ainsi de suite. C'est sur le plan sociologique, il y a une signification dans les bains de foule. Et je crois que les élections proprement dites, ça a un autre sens. Et nous connaîtrons cela les jours de la publication, tel que Kadima l'a promis pour le 31 décembre, seulement si il y aura bel et bien les élections. Parlons de ce cadre qui entoure Félix Tshisekedi. Apparemment, c'est
c'est comme c'est une guerre lancée en interne. Quand vous prenez la zone soïlophone, il y a Bahati et Kameri apparemment qui se disputent le leadership dans ce coin. Quand vous venez dans le Grand Équateur, il y a Jean-Lucien Boussa. Déjà, nous savons qu'avec Jean-Pierre Bemba, le courant passe difficilement ces derniers temps. Il y a Guy Loineau, traité d'une pétio à côté de la cour des grands Azola Xanine. Est-ce que vous ne voyez pas que ce guéguerre autour du chef de l'État peut aussi jouer en son défaveur, surtout que dans le Grand Équateur, il y a aussi un candidat du Grand Équateur, en l'occurrence M. Jean-Claude Bayende, qui a postulé. C'est vrai qu'il ne soit pas une grosse posture, mais en termes d'appartenance ethnique ou tribale, on peut aussi le donner de voix dans le Grand Équateur. Et ces guéguerres-là, autour du chef de l'État, cela ne jouerait pas à son désavantage. Je ne pense pas que cela jouerait à des avantages du chef de l'État, parce que chaque candidat ou chaque membre qui accompagne le président de la République, Jean-Pierre Bemba, Jean-Lucien Boussa, chacun a son parti politique. Chacun a besoin d'avoir un certain nombre de députés nationaux, des députés provinciaux, voire même les conseils communaux. Et je ne vois pas ici que cela ait des répercussions négatives sur la candidature du président de la République, parce qu'ils ont tous le numéro 20. Et Boussa aura besoin d'avoir plus de députés. Le MLC également. Guy Loineau à Chouapa aussi aura aussi besoin d'avoir plus de députés. Et dire que Jean-Claude Bayende, je ne le sous-estime pas, mais je ne vois pas Jean-Claude Bayende avec tout ce qu'il a fait quand il était gouverneur. Je ne vois pas les Équatoriens en général puissent dire que non, voilà notre candidat, notre choix c'est Jean-Claude Bayende et c'est lui qu'on va choisir. Je pense que la bataille se jouera entre Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi, peut-être Martin Fayulu, déjà il continue avec son périple. Il continue avec son périple en disant ce qui va voter ngaïté, bon voter Mwana Yamboka. Donc c'est-à-dire, est-ce que dans cette liste là Mwana Yamboka et Félix, pourquoi les gens doivent donner seulement cette connotation à Mwana Yamboka, Félix et les autres Bana Yamboka? Surtout que ça se disait déjà que apparemment Martin Fayulu travaillait en connivence avec les régimes. Certains sont allés plus loin, Bazabandimi Église Mokon, Martin Fayulu. Et surtout avec ce qui s'est passé le jour du cadre de concertation. Oui, Martin, ils se sont salués en amitié, vraiment. Ça donnait de la matière à réfléchir. C'est ça. Certains pensent que Fayulu travaille pour le camp du pouvoir. Certains sont allés plus loin. Nyonsologue, comme nous disons à niveau que Félix Soka Bimi, porte-parole à l'opposition, Martin Fayulu. Les nyonsologues sont dans tout ça, mais est-ce que ce que nous vivons aujourd'hui avec nos candidats donne quand même espoir que la succession de Félix Tshisekedi, si c'est lui-même à sa propre succession ou ça sera quelqu'un d'autre, on peut être fier de faire confiance à nos politiciens par rapport à tout ce que nous avons vécu pendant cette période électorale? Vous savez, j'ai toujours dit que en politique, tous les coups sont permis. En politique, il faut s'attendre à tout. Même la manière dont on est en train de progresser. Peut-être dans le noir, il y a des concertations qui se font entre acteurs politiques. Nous verrons peut-être demain ou après-demain Martin Fayulu désister en faveur de notre candidat. Nous verrons peut-être Adolphe Mouzito désister en faveur de notre candidat, ainsi Délice Sanga, n'en parle même pas. Et je crois que je ne suis pas étonné de voir que Martin Fayulu dire qu'il faut voter Mwana Mboka et que les Congolais, en extrapolant, je trouve que Mwana Mboka c'était Félix Tshisekedi parce qu'il y aurait des dires dans le sens que Martin Fayulu serait corrompu avec une somme de 5 millions de dollars américains. C'est ce qui a été dit, mais on n'a jamais prouvé cela. Martin Fayulu et Félix Tshisekedi seraient des amis, ils se voyaient à tout moment, la nuit, ainsi de suite. Il était là pour endormir l'opposition. D'ailleurs, lorsqu'il est allé déposer sa candidature, il était contesté dans l'opposition pour dire que non, voilà,
nous ne croyons pas à sa candidature. Il est venu juste pour s'aimer les troubles au sein de l'opposition. Donc, voire même mettre par terre l'opposition. Et nous savons que en politique, tout est permis, hein, tout peut y arriver à tout moment. Et je crois que je n'affirme pas, je ne confirme pas et je ne doute pas aussi de certaines langues qui disent que non, voilà, Martin Fayulu serait en connivence avec Félix Tshisekedi, bien que ces lieutenants n'aient pas dit ça ou confirmer cela publiquement. Et ce que je constate ici, il est en train de battre campagne comme candidat président de la République. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas encore désisté en faveur de notre candidat. Espérons que avec le temps, nous saurons qui sera ou qui restera dans la course jusqu'à la fin. Voilà, une dernière question pour ce volet élection, pour qu'on entame la sécurité, parce que nous avançons petit à petit vers la fin de cette émission. Mukwege a officiellement lancé sa campagne le week-end. Dans ses dires, il dit « Rien ne peut être fait dans l'insécurité ». Apparemment, c'est le maître mot de Mukwege. Il touche plus le volet sécuritaire. Est-ce pour s'accorder une sympathie dans cette zone meurtrie par la guerre, ou c'est réellement qu'il est un Congolais qui veut voir cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo vivre en paix? Est-ce qu'il a besoin de voir cette partie vivre en paix? Ça, je ne sais pas. Mais le fait de dire qu'on ne peut pas vivre, on ne peut pas vivre dans l'insécurité, là, il a raison. Je ne pense pas que là où il y a des cris de bottes, un investisseur peut penser une fois placer son argent. Je ne pense pas. On ne peut pas parler du développement dans l'insécurité. Non. On ne peut pas parler du développement là où il y a à tout moment des tueries, là où il y a à tout moment des pillages, ainsi de suite. Et je crois à ce stade, il a raison. Il faut commencer d'abord mettre de côté l'insécurité qui règne à l'est de la République démocratique du Congo, et unifier les pays, rendre une vie paisible aux populations de l'Est, et les restes s'en suivront. Le reste s'en suivront, oui, mais nous avançons déjà. Si on a les élections le 20 décembre, je pense que nous irons aux élections sans cette partie de l'Est. Oui. C'est-à-dire, nous prenons le cas de Rutshuru, Masisi, qui vivent. Vous prenez Bunagana aujourd'hui, où l'administration est sous contrôle de M23. Partir dans les élections sans cette partie, M. Denis Kadima, lors d'une interview, lors d'une émission sur France 24, avait dit qu'il va les récupérer. Nous ne savons pas dans quel mécanisme. En tant que Congolais, vous trouvez normal qu'on aille aux élections sans cette partie de la République? Bon, ce sont des contraintes. Hein, ce sont des contraintes que nous rencontrons. On ne s'entendait pas qu'on ait des élections sans la partie qui est touchée par la guerre, voire même à Bandundu, là où il y a les déplacés des guerres de Mobundo. Et je crois que le souhait serait qu'on puisse aller aux élections, tous les Congolais, comment dirais-je, à l'âge de voter. Mais certes, nous sommes bités par un problème, c'est l'insécurité. Il y a une partie du pays qui est sous contrôle du M23, d'où la CENI ne sait pas comment déployer ses kits pour enrôler les électeurs, et on ne peut pas aussi rester bras croisés, dire que non, voilà, nous allons attendre jusqu'à ce que la paix reviendrait ou serait rétablie à l'est de la République démocratique du Congo pour organiser les élections. Et tous ces points-là seraient, comment dirais-je, débattus autour d'une table si et seulement si il y avait dialogue entre acteurs politiques. Malheureusement, il n'y en a pas eu, et je crois que nous sommes obligés d'aller le 20 décembre parce que ça serait impossible dans 23 jours qu'on puisse mettre les M23 dehors et puis déployer les kits, enrôler les électeurs. Nous irons peut-être jusqu'en 2024, janvier, février. Voilà, c'est par ce mot que nous allons clôturer cette partie
consacré aux élections. Nous prenons juste 3 minutes. Nous devons parler sécurité avec ce 23e sommet du chef d'État de l'EAC. Et la RDC signe et persiste le 8 décembre. Les forces de l'EAC doivent quitter le sol de la République démocratique du Congo. Est-ce que cette mission de l'EAC qui est venue en République démocratique du Congo a rempli sa tâche en bonne et due forme? S'il y a eu des dérapages, qu'est-ce que nous devons faire pour que ceux de la SADC qui pourront venir dans les jours à venir puissent nous donner les résultats que nous sommes en train de chercher? Tout au départ, il faudrait d'abord savoir que ceux qui nous agressent, ce sont des nilotiques. Et la quasi-majorité des pays membres de l'EAC, ce sont des nilotiques. Et je ne vois pas un nilotique trahir un autre nilotique. Tout au départ, l'EAC, les forces régionales de l'EAC avaient pour mission offensive. Et nous avons vu sur le terrain, ils étaient là en train d'observer comme la MONUSCO dans les temps. Ils étaient là en train d'observer, il y a eu des pourparlers de Luanda qui avait ordonné à ce que qu'il y ait cantonnement, laisser les faits, cantonnement, ensuite, mais par contre, nous avons vu l'EAC accompagner les M23 pour réoccuper certaines bastions qui étaient entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, l'EAC a trahi son serment, a trahi le Congo qui est membre de l'EAC. C'est comme ça que vous allez remarquer qu'il y a eu des reports à chaque fois qu'il y avait l'expiration de leur mandat. Kinshasa a autorisé la prorogation. Mais cette fois-ci, c'est Kinshasa qui décide de dire que le 8 décembre, tout s'arrête. Mais je crois que les pays membres de l'EAC n'ont pas ici immédiatement acté cette mesure. Ils ont renvoyé ça au chef d'état-major des forces de l'EAC, d'en discuter, de voir les modalités. Ils vont revenir dans le prochain sommet avec des recommandations qui pourront peut-être être prises en compte par l'ensemble des pays de l'EAC. Espérons qu'ils vont accepter de quitter les pays pour être remplacés par le pays, les forces de la SADC. Voilà, M. Steve, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Oui. Les Congolais qui vous suivent à la maison, avec toutes ces turbulences que nous avons, si vous pouvez vous adresser à eux en 1 minute. S'il faudra m'adresser à la population qui nous suit en ce moment, nous sommes en pleine campagne électorale. Ne votez pas les gens parce que vous avez des accointances, parce qu'il vous a donné 1000 francs, 10 000 francs, 5 $, parce qu'il vous a promis, je ne sais pas moi quoi. Donnez la chance à la jeunesse. Donnez la chance à la jeunesse. Je ne sais pas si je peux proposer quelques candidats, si c'est possible dans votre émission. Vous en avez? Dans quelle circonscription? Oui. À Massina, par exemple, Madame Ngalula Mukuta, le numéro 71 à la députation provinciale. À Ngiringiri, il y a le numéro 28, Jeff Mukuna Tumbi. Et à Lukunga, Nyongo Katumba Philippe, le numéro 955. Et enfin, à la circonscription de Funa, le numéro 425, Espoir Ngoma. Voilà un peu les gens que je peux vous proposer pour voter la jeunesse montante qui peuvent nous apporter un nouveau vent. Voilà, merci beaucoup, M. Steve. Vous nous avez proposé des candidats, mais il faudra leur dire aussi que la FM Télévision donne des espaces pour tous ceux qui veulent communiquer pour leur campagne électorale. Nous sommes là, nous pensons que vous serez notre ambassadeur auprès d'eux. C'est par ici que nous mettons fin à cette émission Grande Analyse du 27 novembre 2023. Mais je m'en vais demander à tous les habitants de Tchangou un seul numéro pour le 20 décembre 2023. C'est le numéro 306, Doudou Albert Ilunga. Bana Tchangou Babengarae, Akabarana Pete, Asololarana Pete, et puis Balobanae,
Totombo la Tchangou na pète. Doudou Albert Ilunga, le numéro 306 pour le district de Tchangou. Et pour Funa, c'est le numéro 108. Il s'appelle Olivier Assoumani Mbisso. On l'appelle affectueusement une nouvelle énergie pour Funa. Donc, Olivier Assoumani Mbisso, c'est le numéro 108 pour Funa. Je vois Akisenso, Molobele Yaban Akisenso, lui, c'est maître Anissé Mifia. Donc, Binonio Sobokene na urne le 20 décembre 2023. Boye Banarotala, bien à la photo, Baropesa Binona Rotanga, monsieur Anissé Mifia, le numéro 86 na Kisenso. C'est par ici que nous mettons fin à cette émission. Merci beaucoup pour votre attention et votre fidélité. On se retrouve demain pour la même émission et avec d'autres invités. Je répète, vous qui avez besoin de communiquer, la FM Télévision est là pour communiquer pendant cette période de campagne.